Buongiorno Bianconeri, on fait comme on peut, même au travail, et je vous enregistre une petite vidéo parce que j'aurais voulu le faire hier. Il y a eu deux nouveautés du côté juridique pour la Juventus, j'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce soir, on va se voir en live à partir plus ou moins de 20h15 pour la demi-finale d'Europa League parce qu'on est là pour ça aussi et pour ça, j'ai envie de dire surtout tout ce qui se passe sur la pelouse, ce qui nous fait battre le cœur et j'espère qu'il va battre ce soir et à battre avec voilà, une certaine intensité hein, parce que c'est l'Europa League, on a encore 270 minutes à jouer dans cette compétition et il faudrait qu'on la remporte. Donc ce soir à partir de 21h17. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous activez la cloche aussi, vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos et les prochains lives. Et toujours le petit like et le petit commentaire pour booster la visibilité de la chaîne sur YouTube. Alors, hier, journée pleine, hein, même si c'est passé un peu sous les radars, il y a eu la deuxième audience du GUP. C'est quoi le GUP? C'est le Giudice per l'udienza preliminare. Alors, petit résumé hein, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, mais vous pouvez aller reprendre ma vidéo d'une heure, si je peux, je vous la mets ici, là. Vous la verrez ici affichée pour que vous pouvez la récupérer. Mais en attendant, je vous explique hein, quand même, il y a toujours la partie justice ordinaire, donc les tribunaux normaux pour vous et pour moi et pour les entreprises. Et après, il y a la justice sportive. Tout ce qui s'est passé avec les moins 15, le CONI qui a enlevé les moins 15 et qui a envoyé vers la CAF, c'est de la justice sportive. Et on en parlera tout de suite après. Par contre, l'enquête Prisma, elle suit son déroulé et ça, c'est de la justice ordinaire. L'enquête Prisma, elle n'a même pas encore commencé. Il y a eu une audience du juge pour l'audience préliminaire, le GIP, Giudice per l'inchiesta preliminare, qui a donné certains résultats dans le passé, dont notamment le fait de dire ben non, aucun intérêt de donner les arrestations domiciliaires pour Agnelli et les autres dirigeants. Ils ont donné même un premier avis comme quoi tout ça n'a pas vraiment de fondement juridique, mais bon, ça continue vers le GUP, un deuxième juge qui, lui, fait la part des choses en ce qui concerne les parties lésées. Donc, le GUP, dans l'enquête Prisma, donc la justice ordinaire, doit établir à qui la Juventus aurait potentiellement fait du mal. Et donc, il y a des parties qui se constituent partie civile et que donc disent « Ah ben moi, je suis actionnaire, j'estime que la Juventus m'a lésé aussi ». Et donc là, tu as les Codacons qui, c'est la... comme une association pour les consommateurs, en fait, qui devrait, elle, plutôt s'intéresser à des faits comme le fait que nous, les utilisateurs, payons en Italie 3 abonnements pour avoir le service complet du foot, donc Champions League et championnat, et ça, c'est un dommage aux consommateurs, mais au lieu de s'intéresser à des choses du genre, elle se constitue partie civile dans le procès contre la Juventus. Pourquoi? Pour permettre au Napoli de récupérer le Scudetto 2019-2020. C'est totalement ridicule, mais bon, le Code s'est constitué encore une fois pour la deuxième audience du groupe partie civile et ça a été refusé. Il y a eu d'autres parties civiles qui ont été, elles, acceptées, dont un fonds libyen que je connaissais même pas, mais que serait un des investisseurs de la Juventus. Et ensuite, le groupe aurait dû déterminer ce qu'on appelle la compétence territoriale, parce que l'enquête Prisma a été démarrée à Turin, et donc normalement c'est suivi par le tribunal administratif de Turin. Néanmoins, la Juventus a demandé à revoir le siège de l'audience pour une raison principalement. C'est la raison, disons, qu'on va donner au grand public, c'est que la bourse a pour siège Milan, donc ça serait plus logique que des infractions en bourse soient jugées dans le tribunal de Milan. Mais la vraie raison, c'est que le tribunal de Turin nous poursuit et nous poursuit avec des procureurs qui ont eux-mêmes
avoué, je vous avais mis la vidéo sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne il y a longtemps, le cher PM Santoriello qui dit ouvertement, moi je suis PM anti-Juventino parfois, j'ai dû malgré moi fermer certaines affaires parce que j'ai rien trouvé. Donc, vous voyez la logique avec laquelle les PM de la justice, même ordinaire, non pas seulement sportive, traitent les affaires de la Juventus. Ils se disent eux-mêmes détester la Juventus. Donc, comment vous voulez qu'on se fasse juger dans un tribunal qui a cet état d'esprit pour lequel on est pratiquement déjà coupable. Donc, la Juventus a demandé de changer la compétence territoriale pour cette affaire et cette décision n'a pas encore été prise. Hier, le juge a renvoyé la décision vers des plus hautes instances et donc on aura une décision à ce sujet. Je crois qu'ils ont dit le 18 octobre, mais je voudrais pas me gourer de date, enfin après l'été. Donc, comme vous voyez, la justice ordinaire, ça a des étapes très longues. La justice ordinaire, c'est à sa 4e audience et on n'est même pas encore avec un procès démarré. Le procès, là, il n'a pas démarré et ça continue à renvoyer les décisions d'une instance à l'autre. Donc, tout ce filon-là n'est pas fini. Et potentiellement, quand ça finira avec un gros, comme on dit en italien, trou dans l'eau parce qu'ils trouveront rien et que tout le monde sera acquitté, comme ça avait été pour Calciopoli. Bref, partons maintenant sur la justice sportive qui, elle, les grands cerveaux de la justice sportive nous disent qu'elle doit être rapide et qu'elle doit aller rapidement pour avoir un jugement qui doit se faire dans les plus brefs délais pour apporter une sécurité aux compétiteurs de la compétition. Bref, la justice sportive nous avait donné -15, la CAF, la Cour d'appel fédérale de la FIGC. Le CONI, il y a 3 semaines, nous a enlevé les -15 et a renvoyé la décision à la CAF pour qu'elle réjuge. Et aujourd'hui, on apprend que le verdict, le 2e verdict de la CAF sera donné donc le 22, si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie, le 22 mai, le jour de Empoli-Juventus et quelques jours avant, Juventus-Milan, qui est un match décisif pour la lutte à la 4e place, aux places de qualification en Europe. Quoi dire de ce sujet? Moi, j'ai écouté l'avocat Afeltra, qui est un avocat très pertinent, toujours dans ce qu'il raconte, et aussi Giorgio Spallone, qui, lui, est d'ailleurs de confession milaniste. Pour vous faire un peu un résumé des deux. À Feltra, il nous dit que tous les recours que la Juventus a présentés à la cour d'appel du CONI, il y en avait 12, je crois, ont été presque tous jugés non pertinents. Et donc, le CONI a donné raison pour la presque intégralité de l'affaire à la CAF. La chose pour laquelle il y a eu une annulation des -15 et donc un renvoi vers la CAF pour une prise de décision ultérieure, ça serait que la CAF n'a pas bien motivé la sentence vis-à-vis de ses dirigeants qui n'avaient pas une délégation. Vous savez, il y a des dirigeants qui ont une délégation et qui donc peuvent prendre des décisions au nom du club. Et après, il y a aussi des dirigeants, entre guillemets, mineurs qui, eux, n'ont pas de délégation, ne peuvent pas signer, par exemple, l'achat d'un joueur ou des contrats, ou etc., etc. Et donc, le CONI a dit que pour ces dirigeants-là, en gros, les motivations n'étaient pas bien écrites. Il faut que la CAF se réexprime sur l'intégralité. La chose intéressante, c'est que cela fait redémarrer la machine, en fait. C'est pas comme si le premier jugement aujourd'hui avait une vraie valeur. Ça peut être bon, mais ça peut être mauvais. Ça veut dire que potentiellement la première décision est totalement annulée et que la CAF doit reprendre en examen tout le folder.
mais aussi que la Juve peut se redéfendre sur tout, alors que vous savez très bien qu'au départ, on était allé pour se défendre contre l'article 31 et ils ont changé ce qu'on appelle le thema decidendum, ok, le fond, le pourquoi on t'interpelle. Il avait changé d'article 31 qui est des illicites administratifs vers l'article 4 qui est de la déloyauté sportive. Je vous rappelle que la déloyauté sportive, c'est une sorte de fourre-tout où on peut mettre dedans tout ce qu'on veut pour inculper une équipe qu'on n'arrive pas à inculper autrement. En gros, par exemple, là, je dis n'importe quoi, on dit que tu as fait jouer un match, je sais pas, tu as fait mettre des écharpes à tes joueurs, ça leur a donné un avantage. Bon, c'est pas possible de le faire, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu as mis un maillot plus léger, ou alors à l'époque dans la Formule 1, c'était ils avaient utilisé une essence avec des octanes qui n'étaient pas réglementés, c'était pas inscrit dans le règlement. Que c'était interdit de le faire. Pourtant, il y a eu des pénalisations qui ont été données aux écuries qui avaient fait ce choix-là. Je me souviens de cette affaire. À l'époque, je suivais aussi la Formule 1. Bref, la déloyauté sportive, il peut y avoir tout et n'importe quoi qui est mis dedans. Pourquoi? Parce que ça sert à la justice sportive pour incriminer quelqu'un quand il n'y a pas une loi qui régisse la matière qu'on est en train de traiter. Sauf que le problème, c'est qu'à la Juventus, il y a bien une loi qui régisse les plus-values et les fonds en bilan. C'est le fameux article 31. Sauf que celui-ci donne que des amendes administratives, ne permet pas à la FIGC de retirer des points. Donc, de façon très maligne, ils ont mis ça sous le dos de l'article 4 pour pouvoir enlever des points à la Juventus. Donc, l'avvocat Feltre nous dit tout a été renvoyé, ça a été renvoyé vers la CAF en donnant plus ou moins raison sur tout, mais attention, il reste toujours la possibilité maintenant de se défendre bien sur l'article 4 et donc de remettre debout une thèse défensive qui, cette fois, aille vraiment traiter les bons points. Après, aujourd'hui, Mirko Niccolin écrivait sur Twitter que le procureur Kiné serait toujours intentionné à donner une pénalité qui exclut la Juventus des coupes européennes, non pas seulement la Champions League, mais aussi l'Europa League et la Conference League, avec la soi-disant afflictivité. Une pénalité doit être afflictive. Ça s'est traité dans le cadre de l'article 8 des NOIF, les normes qui règlent le football et donc la FIGC. Mais l'afflictivité, c'est souvent mal interprété parce qu'on pense qu'une pénalité doit être afflictive, donc la peine peut être modulable en fonction du dommage que tu veux causer à l'équipe ou aux joueurs. Mais en fait, c'est pas ça. L'afflictivité. L'afflictivité n'empêche pas qu'il doit y avoir derrière un barème cohérent avec la réalité. Pourquoi tu donnes 15 points? Est-ce que c'est un point par dirigeant dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est, par exemple, pour les matchs que Enrico Badelinter avait joué alors qu'il avait un passeport non valide, ça aurait dû être un point de pénalité par match. Il doit y avoir un barème. Pourquoi tu donnes 15 points? Ça a été ni expliqué par la première sentence de la CAF, ni par celle du CONI. Encore aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi 15. Ils donnent 15 parce qu'ils estiment que moins 15 points, ça ne te fait pas rentrer dans les coupes. Mais l'affectivité, en fait, c'est quoi? Si vous allez relire cet article 8 de l'ENOIF, l'affectivité dit que oui, ça doit porter un dommage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que si moi, Juventus, j'ai gagné le championnat avec 9 points d'avance et que l'infraction que j'ai avec 10, disons 10, j'ai gagné avec 10 points d'avance et que, disons, j'ai commis des illicites que le barème, lui, me fait donner une pénalité de 9 points. OK? Donc, on dit que j'ai, fait jouer un joueur que je n'aurais pas pu faire jouer pendant 9 matchs. Donc, le barème dit moins 9 points. L'affectivité dit que si la pénalité que tu devrais me donner cette saison, elle ne t'apporte aucun dommage pour la saison courante, et c'est le cas parce que j'ai gagné avec 10 points d'avance, mais le barème m'en donne 9,
la peine est reportée sur le championnat successif et donc tu partiras avec une pénalité de moins 9 points et à ce moment-là, ça devient afflictif parce qu'on ne connaît pas ton nombre de points dans la saison successive. Et donc, ça te fait partir avec un handicap. C'est ça, la vraie afflictivité. Bien entendu, les journaux italiens ne l'expliquent pas bien et donc personne ne sait ce que c'est l'afflictivité. Bon, là, je me fais long, ça fait déjà 15 minutes, mais j'aimerais aussi vous donner l'avis de l'avocat Spallone. Pourquoi? Parce que c'est une lumière, une étincelle d'espoir très lointaine dans cette affaire. En gros, l'avocat Spallone, lui, il dit que dans le cadre d'un procès, alors on sait bien que la justice sportive dérive de la justice ordinaire. Donc, elle comprend en son sein un certain nombre de points qui sont, comment dirais-je, normales à traiter quand on parle de droit. Donc, moi qui suis accusé, j'ai le droit de me défendre. Moi accusé, j'ai le droit d'avoir un avocat ou alors de connaître tous les papiers ou alors voilà, il y a un certain nombre de droits qui, eux, sont limite même constitutionnels. C'est des droits humains. On n'est pas, je sais pas, dans un pays où celui qui arrête est aussi celui qui juge et aussi celui qui exécute. Vous voyez, ce serait un régime totalitariste. On a des droits. Et un de ces droits-là, c'est dans la justice ordinaire, le fait de pouvoir présenter plusieurs recours pour la même affaire. C'est-à-dire que la Juventus avait présenté au CONI 12 recours différents et non pas un seul en englobant tout le monde. C'est-à-dire un recours pour la Juventus, un recours pour Agnelli, un pour Cherubini, un pour Arrivabene, un pour Nedved, un pour tous les autres qui étaient jugés. Le CONI, il a fait quoi? Il a pris tous ces recours et les a englobés en une seule. OK? Ça, c'est un problème de fondament du droit. Pourquoi? Parce que ça veut dire que en fait, on peut traiter tout le monde, considérer que tout le monde a la même responsabilité dans une affaire globale, ce qui n'est pas vrai. Peut-être que, même sûrement, s'il y a un problème, bien entendu, que Nedved, Paratici, Cherubini, Agnelli ont plus de responsabilités que d'un dirigeant de bas niveau. Ou alors que c'est pas parce que Paratici, Nedved ont commis un illicite, c'est forcément la société Juventus qui doit payer derrière. Donc c'est pour ça que la Juve a présenté plusieurs recours, mais le CONI a décidé de les traiter comme un seul. Donc ça étant un problème qui va entacher les droits fondamentaux des individus et des sociétés, à l'avis de l'avocat Spallone, la Juventus pourrait de suite saisir le TAR, et le TAR, dans ce cas spécifique, aurait une valeur de juge suprême, c'est-à-dire qu'il pourrait non seulement donner un dédommagement, parce que moi, je vous ai toujours dit, le TAR, il sert qu'à ça, en fait. Ça ne va pas te redonner le point, ça ne va pas te remettre le classement et rétablir une justice sportive, ça va seulement servir de dire, bon, ça, ils ont fait n'importe quoi, la justice sportive. Toi, Juventus, tu as subi tu as perdu 10% de points en bourse. Tu n'as pas pu programmer pour l'année prochaine. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Tu as perdu tel joueur qui est parti parce que tu t'es retrouvé sans la Champions League l'année prochaine. Donc, on fait le calcul et on dit la Juventus a droit à tel dédommagement de la part de la FIGC. Normalement, le TAR, il ne peut faire que ça. Le procès s'est mal passé, ça n'a pas été bien jugé, donc je te donne un dédommagement. Mais dans ce cas spécifique, puisqu'il y a des parties du droit des personnes et des entreprises qui ont été entachées, c'est à tel point n'importe quoi que la Juventus pourrait tout de suite faire appel au TAR. Il pourrait ne pas passer par le paiement de la clause compromissoire, parce que vous savez que tous les clubs ont signé une clause dans laquelle elles promettent qu'elles ne feront pas recours à la justice ordinaire. Ça, c'est vraiment la base de la justice sportive. Ça se base sur ce fait-là, hein, que tous les clubs acceptent de se faire juger
par une justice sportive. Et donc, quand elles vont au tard, normalement, il y a un numéro de points qu'ils doivent payer pour avoir rompu cette clause. Donc, la Juve pourrait passer au-dessus de cette clause et ne pas payer ces points de pénalité parce qu'on estime que ces droits basiques de citoyens et ou d'entreprises ont été lésés. Et en plus, le TAR pourrait totalement annuler l'affaire de la justice sportive et donc totalement enlever les 15 points. C'est comme si tout ça ne s'était pas passé. Après, il faudrait faire un deuxième recours au TAR pour avoir un dédommagement parce que c'est pas vrai qu'il ne s'est rien passé. Il s'est passé des choses. On a joué plein de matchs avec une pénalité sur le dos de moins 15. Potentiellement, on aurait peut-être fait plus de victoires sans ces moins 15 points. Potentiellement, on aurait renouvelé Rabiot et Di Maria avant, au lieu de les perdre potentiellement à 0 dans quelques semaines. Donc voilà, il y aura toujours un dommage économique et on a toujours perdu 7% à une journée parce que Gazette a écrit que la UEFA nous aurait donné un coup de massue. Vous vous souvenez de cette histoire il y a quelques semaines. Donc voilà, l'avocat Spallone pense que c'est à tel point n'importe quoi, qu'à tel point on se moque des droits des personnes et des citoyens faisant des choses comme rassembler tous les recours de la Juventus en un seul, qu'il serait possible, je crois qu'il a cité un amendement numéro 40 de la justice du CONI. Oh, je ne suis pas non plus un expert, hein. Je vous cite ce que je connais comme article, mais celui-ci, j'en suis pas vraiment sûr que ce soit ça. Éventuellement, je vous l'écris dans les commentaires si ça vous intéresse. Bref, il y aurait cette loi du CONI à laquelle on pourrait s'appuyer pour aller directement au TAR, à la justice ordinaire. Ça reste une éventualité. Moi, je ne sais pas si l'avocat Spallone a raison. Lui, il disait la dernière fois 40 ans de droit sur le dos. Et de toute façon, moi, j'ai toujours cette impression que quoi qu'on fasse, toute cette histoire, c'est seulement commandité par la UEFA qui veut juste que la Juventus plie les genoux pour abandonner le projet Super League. Ça, personne va me l'enlever de l'esprit. Hein. Si Gazzetta nous a dit ça, c'est parce que quelqu'un leur a soufflé sur l'oreille. Hein. Ça marche toujours comme ça. Et donc, si demain la Juve allait à Nyon pour plier genoux vers Ceferina, il y a un ami sur Twitter qui collabore avec nous, avec Juventus, qui a sorti ça. Ça m'a fait mourir de rire. Vous connaissez Totorina, non? Le grand mafieux. Lui, il a fait le mix Ceferina. C'est un génie, ce mec. Bref, on verra bien, les gars, comment ça va se passer, cette histoire. Moi, je tenais à vous faire un point de situation parce que, comme dit, bientôt on aura le troisième jugement de la CAF. Si jamais l'avocat Spallone il a raison, on le saura assez rapidement parce qu'assez rapidement la Juve va se retourner contre le TAR en exploitant cette faille dont je viens de vous parler. Et dans ce cas-là, je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, on va se voir ce soir. J'espère que vous serez nombreux. Ça va être une soirée palpitante. Et moi, tout de suite après, je devrais faire aussi le post-match. Je ferai le nôtre et après, je le ferai aussi sur Juventus. Donc, j'espère que vous serez nombreux ce soir. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous voyez, il y a toujours des approfondissements intéressants que j'essaie de vous apporter avec des avis des gens qui connaissent parce que moi, je suis pas dans le droit, j'y connais rien. Dans tout le cas, j'espère que tout ça vous intéresse et j'espère vous voir nombreux ce soir. Like, commentaire pour bien faire booster la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, je vous dis à ce soir, fino alla fine, forza Juve. Ciao. Et aujourd'hui, noir et blanc, hein, vous voyez. Ciao, les gars.